Bonsoir. L'acte psychanalytique, ni vu ni connu, hors de nous. Telle est la première phrase écrite par Lacan dans le compte-rendu de son enseignement, énoncé en 1967-1968. Dans le séminaire 15, établi par Jacques-Alain Miller, Lacan parle d'un couple de mots étranges, acte psychanalytique. Cette association est tout à fait nouvelle. Il tente de définir la spécificité de l'acte analytique. L'acte se distingue de l'expérience. Il se fonde du passage du psychanalysant au psychanalyste. D'ailleurs, en 1967, juste avant le début du séminaire 15, Lacan fait la proposition sur le psychanalyste de l'école et sur la passe. La passe vient répondre à la question de ce qui peut se transmettre de la psychanalyse au-delà d'un enseignement universitaire. Il définit l'acte psychanalytique comme un acte de foi singulier. Un acte de foi singulier, celui de faire foi à ce qui est mis en question, c'est-à-dire faire foi à quelque chose qui n'est pas déjà là. Faire foi à un signifiant en puissance, dit Lacan. Faire foi à un savoir à advenir. C'est dans cette logique que Jacques-Alain Miller a intitulé son intervention à la présentation du séminaire 15, Lacan au futur. Lacan incarne ce savoir toujours à venir. Lire Lacan n'est pas aisément compréhensible. Jacques-Alain Miller dit « Il s'écrira toujours au futur par son pouvoir d'illecture, dont il savait doter ses écrits. » Lacan reste une énigme. Et c'est ainsi à partir de ce qui fait énigme que cette soirée vise à mettre en question l'acte psychanalytique. Jacques-Alain Miller, dans des réponses du réel, nous invite à lire sans faire de l'enseignement de Lacan un dogme, mais en le problématisant, en le ramenant, je cite, à la problématique qui sous-tend cet enseignement et qui l'anime. Il indique même que Lacan polémique avec Lacan, remettant en cause les formules du début de son enseignement concernant le savoir, la vérité, le sujet et l'autre. Lors de la dernière séance du séminaire, Lacan précise que les événements de mai 68 ont interrompu la tenue de ce séminaire. Il n'a pu en énoncer l'intégralité. S'en plaint-il? Au contraire. Il trouve même une certaine satisfaction à cette interruption. Ainsi, Lacan interprète la contingence, le réel qui advient, antinomie interne. Et il en vient à poser la question de l'acte analytique à partir de cet effet de discordance. Comment le psychanalyste se débrouille, je cite, quand quelque chose marque une dimension de paradoxe, d'antinomie interne, de profonde contradiction. C'est justement sur une contradiction fondamentale que se fonde l'acte psychanalytique, sur un « il n'y a pas ». Il n'y a pas d'acte sexuel. Il y a l'acte psychanalytique. Le cartel pour cette soirée remercie vivement les invités. Donc, nous allons commencer ce soir par Michael Bassols. Oui, Hélène Bonneau d'abord, psychanalyste, membre de l'école.
Michael Bassols, psychanalyste, membre de l'école et de l'ELP, voilà, avec 2 discutants, Patricia Loubet et Jean-Noël Donat. Voilà. Allons-y. Allons-y. Eh bien, Michael, non, Hélène, pardon. Axe savoir-vérité, et nous allons commencer par Hélène Bonneau. Merci. Donc, je parle sous le titre Savoir et vérité. On m'avait demandé d'éclaircir, d'éclairer l'idée que la psychanalyse s'inaugure sous l'égide d'un fantasme, que tout est déjà écrit, que la vérité est déjà là, tout entière, et qu'il ne s'agit que de la découvrir. La psychanalyse s'est construite autour du signifiant de vérité, qui a la particularité d'être resté inchangé tout au long de l'enseignement de Lacan, même si, à sa toute fin, il y a ajouté le qualificatif de menteuse, dont Jacques-Alain Miller a tiré des conséquences inédites pour éclairer la conclusion de l'analyse. Au début de son enseignement, la vérité est le S1 de la psychanalyse et incarne l'invention freudienne qui a fait de sa recherche le cœur du processus analytique. Il ne s'agit bien sûr pas de la vérité au sens juridique du terme, mais de la vérité en tant qu'elle sonne vraie dans ma parole et plus encore dans mon corps. Toujours à ses débuts, la vérité fait couple avec le sens et par effet ricochet avec le savoir. Vérité et savoir sont noués par le symptôme. La jouissance, elle, se glisse entre symptôme et vérité. Cette tripartition conduit l'expérience d'une analyse à l'extimité qu'est l'inconscient comme désir de l'autre. Il y a une convergence du désir et de la vérité au lieu même où le symptôme insiste. Lacan indique d'ailleurs dans ce séminaire que le symptôme est échec du savoir, ce qui représente toujours quelque vérité, dit-il. Sa célèbre phrase dans Fonction et champ en souligne la portée que tout le monde connaît. L'inconscient est ce chapitre de mon histoire qui est marqué par un blanc ou occupé par un mensonge. C'est le chapitre censuré. Mais la vérité peut être retrouvée. Le plus souvent déjà, elle est écrite ailleurs. Une psychanalyse part de ce postulat qu'en effet, mon histoire est marquée par un blanc, un traumatisme, dira Lacan, pour faire entendre sa dimension de réel qui n'a pas de sens. La vérité apparaît voilée, refoulée, voire totalement ignorée. Mais, dit Lacan, elle est écrite ailleurs et peut se retrouver. Voilà donc ce qui fonde l'hypothèse de l'inconscient. Il y a un lieu, une autre scène, dira Freud, où une vérité existe, trace d'un savoir insu, masqué par le symptôme. Le déjà là de cette inscription nourrit le fantasme qu'une analyse réactualise les événements traumatiques de son histoire, ce dont le symptôme fait preuve. Dans ce premier temps de l'enseignement de Lacan, la vérité surpasse le réel. Il y a une suprématie du vrai sur le réel. Pour autant, cette vérité rencontre une limite. Elle ne peut pas se dire toute. Dès lors, nous assistons à sa mise en abîme jusqu'à son point d'impossible.
la fin de l'analyse est marquée par la déflation de la vérité qui devient varité, mixte de vérité et variation, avant d'être dite menteuse. Dans ce séminaire, Lacan questionne l'acte analytique en interrogeant en quoi la position du canaliste en relève. Il interroge aussi l'acte de naissance de la psychanalyse. Celui-ci s'institue d'un engagement, à savoir une inscription dont il s'agit de savoir à quel moment elle est apparue. Certes, l'inconscient existe de toujours et a fait sentir ses effets bien avant l'existence de la psychanalyse. Mais qui le savait? Demande Lacan. Réponse, avant Freud, personne. En inventant l'acte symptomatique, Freud a porté l'acte de naissance de la psychanalyse à sa dimension d'événement. Lacan, lui, invente l'acte analytique pour fonder la psychanalyse dans sa dimension d'expérience, en cernant ce que veut dire être un psychanalyste, mais aussi en se demandant si le psychanalyste prend en charge la vérité. Et il répond que non, pour préciser que la vérité, c'est au lieu de l'autre l'inscription du signifiant, dit-il, définition qu'il affixe au symbolique. Il tente aussi de réactualiser la question de la transmission et de la formation du psychanalyste laissé en souffrance par Freud et ses successeurs. La proposition du 9 octobre 1967, qui continue d'être au principe de notre école, résonne avec ce séminaire. La fin de l'analyse n'est-elle pas consécutive à la dévalorisation de la vérité? Non seulement elle ne peut pas se dire toute, mais elle finit par perdre sa substance. Cela nous introduit au deuxième chapitre du séminaire qui s'ouvre sur un titre surprenant. Connerie de la vérité. C'est certainement une provocation de Lacan, se dit-on, après l'avoir tant chéri. Pourquoi énonce-t-il que c'est une connerie? Sans doute parce que le terme de connerie n'est pas simple à saisir, dit-il. C'est un nœud. Et si la connerie mérite un certain respect, c'est qu'elle relève d'une fonction de déconnaissance dont Lacan fait sourdre le cryptomorphème. Il déconnaît. Eh bien, cette connerie déconnaît est indispensable à saisir ce à quoi la psychanalyse a affaire. Qu'est-ce à dire? Vérité et connerie se recouvrent, précise-t-il. Mais, et c'est le point extime de l'affaire, cette connerie de la vérité prend son départ de l'impossible à dire la vérité sur l'acte sexuel. Il s'agit d'interroger, dans l'acte psychanalytique, la déficience propre à dire la vérité sur l'acte sexuel, dit Lacan. Ce terme de déficience résonne avec celui de déconnaissance, le préfixe dé indiquant le sens inverse. Cette déficience précède, me semble-t-il, la notion d'impossible dont il fera une catégorie du réel. Impossible de dire le vrai sur le vrai, dit Lacan. Ces deux voies de la vérité, ouverture vers l'inconscient d'un côté, déficience à dire le vrai sur le vrai de l'autre, sont intriquées au point qu'il faut dégager la vérité de sa puissance et la trouer. Le mensonge, sans doute, y participe, de même que le savoir qui s'en dépose vient défaire sa primauté. L'acte de l'analyste y est crucial, permettant de faire apercevoir qu'elle s'apparie irrésistiblement en mensonge,
dit Jacques-Alain Miller. En la traitant comme une lettre, grand V, elle trouve son efficace dans la logique de la déduction, en vue de coincer un réel, dit Jacques-Alain Miller. Enfin, si Lacan insiste tant sur la connerie de la vérité, c'est pour marquer combien le terme de con, qui désigne l'organe sexuel féminin, ne peut être défini par aucune vérité. Il n'est pas nommable. Ainsi se referme la boucle. Le con et la vérité de l'acte sexuel sont impossibles à nommer. Ils forment un nœud, d'où se fera jour d'autres occurrences pour définir la vérité, passant de sa structure de fiction à sa fonction de petite sœur de la jouissance, jusqu'à en faire une conséquence de l'horreur de savoir qui marque la fin d'une analyse. Merci. Grand merci, Hélène Bonneau, pour votre texte. Nous vous avons demandé de travailler sur le couple savoir-vérité, puisque à la lecture du séminaire, on est surpris de voir à quel point Lacan y fait référence, et en particulier au terme de vérité. Alors, en lisant votre texte, finalement, je me suis dit que vous posiez plusieurs jalons absolument essentiels qui, moi, m'ont vraiment permis je dirais, de voir les choses un peu différemment. Alors, j'ai isolé 5 jalons. Le premier, ça, c'est pas rien. Vous dites que la psychanalyse s'est construite autour de ce signifiant vérité qui est resté inchangé tout au long de l'enseignement de Lacan. Alors, ce repère est vraiment très aidant, car la lecture du séminaire produit un étrange floutage de ce terme. C'est d'ailleurs conséquence, vous nous le dites finalement, non pas d'un changement de signification, mais de statut. Donc j'espère que nous aurons le temps de revenir sur cette distinction, que vous puissiez préciser comment l'acte de l'analyste trouve la vérité, provoque une perte de sa substance. Le second jalon que vous isolez, c'est de dire que la vérité, donc je vous cite, est ce qui sonne vrai dans ma parole et plus encore dans mon corps. Je trouve que c'est une formidable synthèse pour dire que le sujet rencontre à travers une parole au statut particulier un énoncé qui fait trace. La vérité, indiquez-vous encore, Lacan la fixe au lieu de l'autre, où la parole vient prendre place. Elle relève donc du symbolique et se figure comme un savoir insu à partir duquel une construction est possible. Il s'agit pour cela d'y supposer un sujet, c'est ce qu'instaure l'acte analytique. La vérité serait alors ce qui se rejoint au terme d'un parcours. 4e point, vous notez un changement de statut de la vérité qui devient menteuse, déficiente, à dire la vérité sur l'acte sexuel. Donc là, c'est une occurrence qui concerne plus son changement de statut. Enfin, des très beaux développements de Lacan sur la vérité dans le dernier chapitre du séminaire. J'isolerai celui-ci en lien avec ce que vous indiquez sur l'horreur de savoir. Donc, je cite Lacan dans ce dernier chapitre. La vérité est de l'ordre du cri, est un cri de l'ordre de ce qu'un Munch, le peintre, a si bien mis au tableau, dans un tableau célèbre, cette bouche qui se tord, où nous voyons surgir l'anéantissement sublime de tout un paysage. Seriez-vous d'accord pour dire que porter atteinte à la puissance de la vérité est l'une des visées de l'acte analytique? Certainement, c'est certainement une des visées, mais elle ne peut se faire que par petites touches. Il ne s'agit pas d'aller viser ce point d'une façon directe. Voilà, il faut quand même laisser
le sujet s'appuyer sur la responsabilité qu'il a en tant que sujet à trouver la cause de son mal-être. Si on ne lui donne pas cette chance, on ne peut pas, on passe à côté de la psychanalyse aussi. Donc, certes, la visée, c'est de trouver la vérité. Et c'est vrai que là-dessus, on pourrait dire que les psychanalystes lacaniens ne sont pas du même côté que les psychanalystes de l'IPA, puisque justement, ils ne nourrissent pas le sens. Donc, l'analysant se fait lui-même le lecteur de son propre désir, de son propre symptôme, et cherche lui-même la cause de ce qui ne va pas. Donc, il met du sens. Une analyse, c'est mettre du sens sur ce qu'on cherche à découvrir, sur la cause de son symptôme. Et donc, on n'a pas besoin d'en rajouter, sauf à vouloir appuyer quelque chose que Jacques Alamiller dit et qu'il appelle la révélation de la vérité. La vérité comme révélation, c'est-à-dire l'idée finalement que, bon, en parlant, l'analysant n'est pas toujours sensible à ce qu'il dit. Il est signifiant d'entendre et de toucher à une vérité qu'il ignore, qu'il passe à côté. Donc, oui, il y a un côté révélation qui est là, en tous les cas, dans le début des analyses, et qui peut même durer assez longtemps, parce que dans le fond, la vérité, elle appelle toujours à un autre, comment dire, elle fuit. Enfin, il y a quelque chose de fuyant dans la vérité. C'est pour cette raison d'ailleurs que Lacan va finir par dire qu'elle est menteuse. C'est-à-dire qu'il y a une variation de la vérité qui est difficile à comprendre parce que elle est menteuse sur le réel, sur la jouissance. Et ça déjà, il faut introduire l'idée que la vérité n'est pas toute, qu'elle ne peut pas se dire toute. Et si elle ne peut pas se dire toute, c'est bien parce qu'il y a une jouissance opaque au sens qui vient empêcher la vérité de se dire. Donc il y a toujours un obstacle. C'est là aussi que nous ne sommes pas d'accord avec les psychanalystes de l'IPA, puisque pour eux, tout fait sens. Et l'obstacle, qui est la jouissance, elle se rencontre, mais elle n'est pas traitée. Alors que nous la visons. Nous, justement, nous visons ce point-là. Ce point d'impossible, ce point où, justement, nous savons, en tant qu'analystes, qu'à un moment donné, ça va arriver. Oui, justement, là, puisque tu parles du réel, comment, au fond, concevrait Pourquoi, au fond, ce qui nous a surpris, c'est en effet, comme tu le rappelais, c'est l'usage vraiment massif. Il revient beaucoup sur cette question de la vérité. En même temps, le séminaire est sous-tendu par un mouvement finalement d'une grande simplicité qui est que Lacan considère le début de l'analyse. Alors que tu rappelles ce début d'analyse, que la vérité est déjà là et qu'il s'agit de la découvrir. Et puis, il évoque la fin de l'analyse, un passage de flambeau. Alors, comment, justement, dans ce passage de flambeau, et à l'occasion, évidemment, de ce passage de flambeau, le dispositif de la passe, comment cette question, le passage de flambeau, ça veut dire que le psychanalyse va incarner, enfin, va faire exister ce fantasme inaugural pour un autre. Hein.
Et donc, il ne finit pas son analyse sur une sorte de cynisme sur la vérité ou en disant finalement la vérité ne vaut pas. Alors, est-ce que justement ce lien de la vérité au réel, alors justement, tu as utilisé une expression sur cette question du réel, qui est l'expression qu'utilise Jacques-Alain Miller, coincer le réel. Comment se connecte justement la question de la vérité et la question de coincer le réel dans ce mouvement finalement vers la fin d'une analyse qui est à l'inverse de ce fantasme que la vérité est déjà là. Comment tu vois ça? C'est très délicat, c'est très difficile de répondre à ça sans évoquer un cas particulier. Parce que dans le fond, il n'y a pas un savoir-faire qui viendrait nous expliquer comment faire pour passer dans ce registre. On a l'impression que coincer le réel, on est dans un autre registre que la question de la vérité. Enfin, Oui, on l'est sur un plan théorique. On l'est parce qu'en effet, on ne vise pas la vérité pour la vérité, puisqu'on sait que dans le fond, elle va nous mener vers une sorte de chute. C'est à partir du moment où l'analysant fait l'expérience, qui est douloureuse, que la vérité ne vient pas ni combler son manque à être, ni répondre totalement à ce qui fait sa souffrance ou ses difficultés, qu'elle ne résout pas tout. C'est à partir du moment où il fait cette expérience dans l'analyse que quelque chose va pouvoir où justement l'acte analytique, l'acte de l'analyste me paraît à ce moment-là le plus nécessaire, c'est-à-dire ne pas le laisser tomber complètement dans cette chute de la vérité et du savoir et essayer de l'amener à attraper quelque chose de ce qui ne change pas, de ce qui ne varie pas et qui pourrait changer quand même, enfin, en tous les cas, se transformer suffisamment pour qu'il ne souffre plus de la même façon. on a encore le temps. Le couple savoir-vérité, Lacan le mobilise très tôt dans le séminaire et notamment lorsqu'il parle de la démarche de Pavlov. Vous avez ça en tête parce que c'est un exemple assez savoureux. Il dit, non sans ironie, que Pavlov est structuraliste. Bon, à ceci près, précise-t-il, que Pavlov ne le sait pas lui-même. Alors, je trouvais qu'on reconnaissait bien l'argumentation que Lacan pourrait déplier dans La science et la vérité, mais il fait là, je crois, un pas supplémentaire. Et j'avais envie de lire cette phrase donc, du chapitre 2, je crois, ou peut-être même le chapitre 1. Il dit « La condition du progrès de la science, c'est que l'on ne veuille rien savoir des conséquences que le savoir de la science comporte au niveau de la vérité. Ces conséquences, on les laisse se développer toutes seules. » Je trouve que là, vraiment, on a l'antinomie entre la démarche psychanalytique et la démarche scientifique. Mais du coup, j'étais intriguée par cette formulation. Que veut dire les conséquences au niveau de la vérité? Et en définitive, c'est une question un peu plus de fond. Pourquoi Lacan remobilise-t-il ce couple de signifiants dans le séminaire 15 qui porte sur l'acte, le couple de signifiants savoir-vérité? C'est le couple même qui fonde c'est ce qu'il, dans tous les cas, c'est ce qu'il dit au début du séminaire. C'est vraiment la question de la naissance de l'acte analytique, la naissance de la psychanalyse. C'est quand même l'idée que un savoir est en jeu dans la parole.
et que ce n'est pas simplement de parler librement qui fait une psychanalyse, c'est quand même une recherche d'un savoir, ou moins une causalité à son symptôme. Et à partir de là, oui, la vérité est convoquée. La vérité est convoquée comme un signifiant qui a eu un effet sur le patient, enfin, sur l'analysant dans sa vie et dans son symptôme. C'est quand même l'idée, c'est quand même d'être à la recherche, d'une certaine façon, des signifiants qui ont été déterminés, la névrose ou la pathologie, enfin, je ne sais pas comment dire, dans l'histoire du sujet. Un mot quand même, tu peux revenir sur la déconnade. La déconnade. Pas la déconnade, parce que plutôt, j'allais dire la déconnaissance, parce que ton passage m'a fait penser au fait que Lacan, au début de son enseignement, parle de méconnaissance. Alors, je me demandais s'il n'y avait pas là, évidemment, il y a un élément supplémentaire, et je crois savoir qu'à un moment donné, Lacan dit que Freud ne déconnait pas. Et bon, donc, et je crois qu'il dit ça aussi à propos de Marx. Donc, comment entendre ce terme-là de déconnaître, hein, ou... Déconnaissance. Oui. Je ne sais pas, il est venu sans doute. C'est en lien avec la question du savoir aussi, tu vois. Oui. En tous les cas, il en fait un, comment dire, quelque chose qui se noue justement à la question de la vérité et de la connerie de la vérité, mais dans son esprit, dans sa tête, je ne pense pas qu'il entende le signifiant connerie comme nous l'entendons, justement. Il en fait plutôt quelque chose d'assez respectueux. Donc, c'est là que ça se noue avec le côté, il déconnaît, d'ailleurs, il dit on l'emploie toujours à l'imparfait. Voilà. Donc, c'est un peu un jeu de mots. Il ne faut pas non plus en faire trop là-dessus, mais c'est une façon d'indiquer finalement déjà que la vérité, c'est pas la vérité au sens grand V du terme. Ça n'est pas la vérité absolue. Enfin, c'est quelque chose qui est finalement plus du côté de la connerie, du côté de la déconnaissance, du dérèglement, enfin de tous les petits mots en D qu'on peut, déficit, etc., que du côté de l'existence ou pourrait apparaître comme quelque chose qui tient la route, qui tient le coup. La vérité, elle passe et elle trépasse. Merci, c'est joli. Bon, bah, passer à Mickaël à présent. C'est l'axe, les rapports de l'acte psychanalytique au sujet supposé savoir, le transfert. Un rapport que, vous verrez, c'est un rapport antinomique, paradoxal, tel que Lacan le pose dans ses séminaires. Chaque publication dans le séminaire de Jacques Lacan est un événement. Et non pas seulement pour cette communauté qu'on appelle psychanalytique, mais bien au-delà. C'est un événement fondé dans un transfert à l'enseignement de Lacan. On pourrait les soutenir en tenant compte de ce qu'on attend avec impatience de la lecture de son texte, tout en lui supposant un savoir à ces textes. Et on y recueille alors les perles qui nous apparaissent plus claires avec les escansions, les ponctuations,
les titres et les sous-titres qui nous lui font plus lisible. Et c'est là grâce au travail persévérant de Jacques-Alain Miller qu'il établit, tel que finalement reste indiqué aussi dans la couverture du livre aux éditions du Seuil. Seulement, il faut le signaler, à partir de 2 derniers séminaires publiés. L'événement de la publication de chaque séminaire est-il un acte? C'est plus difficile à les soutenir, même si pour ma part, je peux dire qu'il y a toujours un avant et un après avec la publication d'un séminaire de Lacan. Et c'est ainsi qu'il qualifie un acte dans ces séminaires, ce qui marque un avant et un après, comme les cloches qui signalent la fin d'une année et le commencement d'une autre. C'est un événement, la publication d'un séminaire, qui relance chaque fois notre transfert de travail dans les écoles de l'AMP. Mais cela ne fait pas nécessairement un acte. D'ailleurs, Lacan se pose la question dans ses séminaires. Enseigner, est-ce un acte? Non, justement, et il le précise pour ne pas se prêter au malentendu de ce qu'on doit considérer comme un enseignement. À la page 73, il dit « Un enseignement n'est pas un acte. Il ne l'a jamais été. » Et il ajoute « Un enseignement est une thèse. Une thèse qu'il faut démontrer ou bien contredire. Ce n'est pas une position de commodité. Et c'est pour cette raison que Lacan se reconnaît d'emblée dans une position excentrique. À la page 29, au commencement presque du séminaire, il dit « Ma place ici, celle d'où je vous parle, témoigne déjà assez quelque chose d'advenu qui me pose vis-à-vis des psychanalystes en position excentrique. » Fin de citation. Elle est aussi excentrique à la fonction du transfert, qui est définie à la page 164 comme un acte de foi, tel qu'a été rappelé au commencement. Un acte de foi du sujet supposé savoir. Et Lacan ne se laisse pas prendre à cette place, à cette fonction du sujet supposé savoir. Il en échappe comme une anguille juste après d'avoir causé un effet d'enseignement. Et il sépare en même temps la place de l'analyste de ces sujets supposés savoir. À la page 65, il dit, je le cite, « Contrairement à ce qu'on croit, cela ne veut pas dire qu'il, l'analysant, identifie ces sujets supposés savoir à son analyste. » Fin de citation. Dans le meilleur des cas, pouvons nous dire, il l'identifie à son inconscient, à l'inconscient dont il s'est fait sujet. On voit donc les paradoxes où se trouve Lacan. Il faut enseigner ce que l'acte analytique est dans un enseignement qui ne se soutient pas comme un acte. Et on retrouve dans l'expérience analytique les mécanismes de cet appareil paradoxal que Lacan formule avec une expression qui a fait fortune. C'est sujet supposé savoir, qui est un fantasme, une manifestation symptomatique aussi de l'inconscient. C'est la supposition qu'il y a déjà un savoir inscrit quelque part de façon préalable, mais aussi qu'il y a un sujet de ces savoirs. C'est le savoir supposé, mais c'est aussi le sujet supposé à ces savoirs. Le travail de l'analyse est quand même, page 66, un travail de réduction de la fonction de ces sujets supposés savoir à ce qu'elle est, un objet. Il s'agit d'une réduction du transfert à cette fonction d'objet déchet
résidus de l'opération. L'acte analytique suppose donc les transferts, comme il est signalé à la page 55. Or, de ce que j'ai appelé manipulation dit transfert, il n'y a pas d'acte analytique, donc l'acte suppose les transferts, mais c'est justement pour les désupposer en même temps de cet acte. Et pour destituer finalement ces sujets supposés savoir à la fin de l'analyse. Le résultat est qu'il n'y a pas un sujet qui puisse se tenir comme agent de l'acte analytique. L'agent de l'acte est toujours du côté de l'objet petit a comme cause du process. Comment faire alors cette opération qui consiste à prendre appui dans les sujets supposés savoir pour les destituer en même temps? C'est de l'ordre de l'impossible. Et personne ne pourrait s'en proclamer les sujets sans tomber dans l'imposture. Donc, Lacan conclut, l'analyste doit oublier par une feinte, ce sont les termes qu'il emploie, oublier et feinte, oublier ce qu'il a appris de son expérience comme analysant pour soutenir cette place. À la page 66, je le cite, il revient à l'analyste de feindre que la position du sujet supposé savoir soit tenable. Parce que c'est là le seul accès à une vérité dont ce sujet va être rejeté pour être réduit à sa fonction de cause d'un procès en impasse. Fin de citation. Lacan lui-même indique l'énormité de ces paradoxes qui peut se prêter à toutes sortes d'impostures et d'hypocrisie. Il ajoute que l'analyste feigne d'oublier que son acte est d'être cause de ces procès, c'est grave. Mais voyons, comment il se peut que quelqu'un puisse feindre d'oublier quelque chose que ce soit. Ce n'est pas, par exemple, le cas de cet homme qui était parti à une île pour oublier, que Lacan cite à plusieurs reprises, pour oublier quoi? Si on lui demande, il ne le sait pas, il l'a oublié. C'est aussi le cas évoqué par Lacan à la page 71 dans l'œuvre de Tom Stoppard, Rosenkranz and Guildenstein are dead, dans ces dialogues très jolis qu'il lit au commencement de la 4e séance du séminaire, et que je vous les cite, c'est très, très intéressant en tenant dans la tête ce rapport paradoxal du transfert de l'acte. Un personnage dit « Dis-moi, quelle est la première chose dont tu te souviens ?» Et l'autre « Qu'est-ce que tu veux dire? La première chose qui me vient à l'esprit? Non, le premier souvenir que tu as eu. Longue réflexion, j'ai dû l'oublier. Justement, le premier que tu n'as pas oublié. Longue réflexion, j'ai oublié la question. Mais non, justement, l'analyste ne devrait pas oublier la question dont il s'agit dans son acte. Celle qui pose chaque fois le sujet supposé savoir. Et on peut dire que ce séminaire de Lacan est justement fait pour ne pas l'oublier. Dans le cas de la position de l'analyste, il le sait, il doit le savoir justement par son expérience comme analysant. S'il est vrai qu'il est arrivé à sa fin et qu'il peut témoigner en plus du fait qu'il a réduit ses fantasmes du sujet supposé savoir à un objet, le reste qui est finalement son déchet. Mais pour soutenir l'acte analytique, il doit aussi feindre de l'avoir oublié en même temps. Et c'est vraiment une position intenable, qui ne serait qu'à la portée d'un vrai saint,
ces saintes de Balthasar Gracian aussi qu'il évoque à cette époque, ou bien d'un vrai imposteur. Et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas faire confiance d'emblée à quelqu'un qui dit être habité par cet étrange désir d'occuper une telle place. On doit le vérifier un par un, ce qui est l'invention de la passe que Lacan est en train de mettre en place à ce moment-là, 1967, dans son école. Ce n'est que dans une expérience collective de ce genre, expérience dont les sujets supposés vérifient la possibilité de soutenir une place telle dans l'acte analytique. Même dans ces cas, il faut prendre ses gardes, parce que, tel que Lacan le rappelle, et surtout à propos de l'acte, oblivium est levis. L'oubli rend lisse et face de la fin analytique. Alors, merci beaucoup, Michael Bassols, pour votre lecture très vivante sur ce focus, sur le sujet supposé savoir dans le séminaire 15. Alors, une remarque peut-être et puis une question. Vous parlez de l'événement qu'est cette parution en soulignant ce paradoxe remarquable de Lacan qui parvient à faire entendre quelque chose de l'acte analytique dans un cadre, celui de son enseignement, dont la logique relève plus en principe de la thèse à démontrer ou contredire que de l'acte qui porte à conséquence. C'est en ça aussi que la parution de ce séminaire est un événement. Il fait vibrer autre chose qu'une thèse. Alors, je vous aurais bien interrogé sur ce que Lacan indique, page 74, dans le chapitre 5, sur la particularité topologique de l'acte dont il parle, hein, en lien donc avec le supposé savoir. Alors, dans le séminaire, il donne une série de définitions, disons, négatives ou en creux de l'acte psychanalytique qui font écho toutes à ce qu'il appelle, page 93, l'effet de rupture sur le cogito, hein, qu'implique l'inconscient. Donc, il pose la question à partir du je pense donc je suis, est-ce que dans ce je pense, j'y suis? Et on pourrait dire, est-ce que dans l'acte analytique, l'analyste y est et de quelle façon? Alors, à ce sujet, j'ai trouvé particulièrement intéressant ce que vous avez dit du paradoxe de la feinte de l'analyste, dont Lacan parle donc dans le chapitre 3. Il nous dit en effet qu'il revient à l'analyste de feindre que la position du sujet supposé savoir soit tenable parce qu'il sait dans le même temps, de par son expérience d'analysant, qu'il a ce supposé savoir à être rayé de la carte. Hein, c'est ce qu'il dit, page 155, au profit donc de l'objet chu. Et donc, vous soulignez cette tension-là. Alors, est-ce que vous seriez d'accord de dire que dans l'acte analytique, il s'agirait de faire vivre, de faire vibrer dans la parole cet effet de rupture du cogito précisément, pour défaire ce qu'il appelle à un autre moment le faux être, qui m'a interrogé, le faux être, dans le chapitre 5, il dit ça, le faux être du fantasme, ou encore de l'être bouffi de l'imaginaire, ou du préjugé psychologisant, dit-il encore. Hein. Donc, défaire ce qu'il appelle ce faux être afin de viser ce qu'il appelle de manière, je trouve, remarquable, page 100, la place du plus vrai. Hein, il parle de la place du plus vrai. Donc, Roger sur cette affaire-là, parce que c'est assez compliqué, mais cette place du plus vrai serait portée par la supposition de savoir au départ, hein, mais au terme de l'expérience, elle aurait à se loger dans l'objet chu. Hein. Donc, une question peut-être sur cette tension entre feinte, faux être et place du plus vrai, avec l'idée de cette topologie spéciale finalement de la vérité, hein, qui était déjà annoncée dans la première partie.
Voilà, c'est pour faire un bon développement de la chose. Je vais essayer simplement d'indiquer quelques points. D'abord, sur la question de la topologie de l'acte, qui en effet a un rapport très étroit avec la question du cogito cartésien et de la localisation du sujet comme moi, comme le je qui pense et qui suit à la fois. Parce que justement, dans la question de l'acte, il n'y a pas possibilité de penser en sujet de l'acte, en moi, je fais cet acte. Tout le développement de Lacan, c'est pour dire finalement qu'il n'y a pas possibilité d'un sujet de l'acte. Le sujet, en tout cas, est un effet de l'acte. Il deviendra un effet des changements, des mutations après l'acte, mais on ne peut pas poser la question du côté de moi, sujet, j'ai fait un acte. C'est une question aussi dans la linguistique, par exemple. C'est pour ça l'intérêt du performatif, dont Lacan fait référence quelquefois, c'est-à-dire je promets ou je baptise, c'est-à-dire quand on fait quelque chose en le disant. Mais c'est toujours un trompe-l'œil, ça, je dirais. C'est toujours une illusion. En fait, il faut toujours le consentement de l'autre pour croire à cette promesse, c'est-à-dire il faut un sujet supposé savoir. Même dans un acte performatif, à style de Searle, je promets, il faut quelque part un sujet supposé savoir pour qui authentifie plus ou moins. L'ancien président espagnol du gouvernement, un ancien président, il disait toujours je peux promettre et je promets. Il commençait tous les discours politiques avec cette formule, il était fameux pour ça. Je peux promettre, mais ce n'est pas aussi sûr, et je promets, et je vous demande de supposer que ce que je promets aura lieu. C'est vraiment l'impossibilité même de l'acte dans les performatifs. Donc Lacan invente une autre topologie pour ces sujets qui est estime toujours à ce qu'il dit. Et surtout, le problème, c'est que l'acte, finalement, se soutient aussi dans un sujet supposé savoir, mais il le met en suspens. Il n'y a rien à promettre là, on pourrait dire. Il n'y a que l'acte et l'effet de cet acte qu'on verra si on peut le soutenir ou pas après. Non? Donc, c'est ça ce que, en fait, il développe à ce moment-là comme la disjonction entre « je pense » le sujet de la pensée est l'acte. Là où j'ai fait un acte, je ne pense pas. Et si je pense trop, je n'arrive pas à faire cet acte. C'est qui est le problème de l'obsessionnel toujours, non? Qu'il va toujours penser avant de l'acte et il n'arrive jamais à l'acte. En tout cas, c'est une question qui reste. Qu'est-ce qui fait spécifique l'acte comme psychanalytique alors? Parce que il y a vraiment une spécificité, je pense, dans ce que Lacan développe, c'est que c'est le seul acte où c'est l'objet, qu'est-ce que ça veut dire? Il faudrait le préciser, et l'agent de l'acte. En tout cas, je dirais, ce n'est pas question de faire semblant d'objet. Ce n'est pas ça. C'est on le dit, et c'est justement, je crois que on ne trouve jamais cette expression dans Lacan. Et Jacques Miller a signalé que c'est une expression inadéquate. Ce n'est pas une question de faire semblant d'objet, mais de se mettre à la place d'objet pour produire un acte comme changement de ce sujet, ce qui est très différent. Il ne faut rien penser pour faire ça. Si on pense trop, on laisse échapper la situation. Non? Donc, la topologie, c'est la topologie de l'extimité là-dedans. Dans un moment, Lacan dit, l'analyse là est à l'intérieur et à l'extérieur de l'espace analytique, si on peut dire comme ça. Il extime à ce moment-là. En tout cas, il n'est pas là comme un sujet. En fait, je pense que c'est ici que Lacan fait déjà une critique à soi-même, à sa conception des années 50 du transfert comme intersubjectivité. Et finalement, il dit, s'il y a quelque chose que
qu'on aurait dû me critiquer et que je me critique maintenant, au moment de la proposition de la passe, c'est de dire qu'il n'y a pas de sujet. Ce n'est pas un rapport d'intersubjectivité, mais un rapport d'objet qui cause la division d'un sujet. Et là, il y a une formalisation et une topologie tout à fait différente du discours analytique. Alors, la question, comment feindre cette position? Pour moi, je crois que je n'ai pas encore exprimé. Exprimer, c'est une autre chose. Tirer toutes les conséquences de cette idée qui me semble très, très intéressante et très difficile à comprendre, de feindre, oublier. Je ne sais pas si vous pensez que c'est possible, ça. Je ne peux feindre d'oublier. Mais si j'arrive à cette position, c'est vrai, je peux arriver à ne rien penser, seulement faire. C'est là où, en effet, vous utilisez cette expression « vivre », cet effet de rupture. Non? Bon, là, ça fait vibrer quelque chose de la division du sujet dans une position qui n'est pas tenable comme sujet de l'action à faire. Et finalement, la place du plus vrai. Mon français n'est pas... oui, plus ou moins, mais je voudrais faire une question. Parce que la place du plus vrai, on peut le comprendre comme ce qui est plus vrai encore, mais ce qui n'est plus déjà vrai. C'est comme ça. Si je dis c'est plus vrai, si je dis c'est plus vrai, on a l'équivoque, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Donc, alors voilà, c'est ça. Merci beaucoup. C'est plutôt la négation. Donc. Merci. C'est donc, il y a une dévalorisation de la vérité. C'est ça. Bravo, ouais. Eh ben voilà, alors merci beaucoup. Hein. Il y a 2 points, Mickaël, peut-être il nous reste un peu de temps. Deux points. Tu commences ton propos en évoquant le fait que les publications du séminaire de Lacan est un événement non pas seulement pour la communauté qu'on appelle analytique. Et j'ai été frappé dans le séminaire que Lacan évoque aussi à plusieurs reprises que ce qu'il dit là concerne tout le monde, concerne bien au-delà de la communauté de ses auditeurs, de la communauté analytique. Je ne sais pas, comme tu reprends ça au début de ton texte, je voulais t'interroger sur ce point, peut-être faire avancer un petit peu cette question. Et puis le deuxième point quand même dans ton propos, il me semble que tu dessines la place logique de la procédure de la passe. Parce que, en effet, comment dire, entre ne pas oublier, saint ou imposteur, etc., à quoi répond, dis-tu, une procédure qui a lieu dans un collectif, au fond. Et ça me semble dessiné, parce que, évidemment, le séminaire est traversé par cette question de la passe. Je dois dire avec une simplicité, non pas biblique, mais enfin, c'est assez simple la manière dont il rend compte de la place logique de la passe. Et je trouve que là, dans ton texte, tu la dessines, tu l'esquisses aussi, parce qu'en effet, on peut être saint ou imposteur, que c'est une place délicate à tenir, être analyste, et que, au fond, la passe vérifie quelque chose de ça. Voilà peut-être les 2 points. Par rapport à ces effets d'au-delà de la communauté analytique de la publication de chaque séminaire, vraiment là, il y a la politique de Jacques-Alain Miller de bien calculer la publication dans un temps précis. J'ai toujours me suis demandé pourquoi on publie un séminaire à ce moment-là et pas à un autre moment. Et pourquoi maintenant l'acte analytique, peut-être? Je dirais parce que nous sommes à une époque où il y a un problème avec l'acte.
avec l'acte dans tous les sens, même dans l'acte sexuel, comme on a dit au Congrès, les jeunes semblent qu'ils s'en passent de plus en plus de cet acte. En tout cas, on pourrait dire, par exemple, l'acte politique aujourd'hui, c'est vraiment une question. C'est la difficulté à vraiment faire un acte vraiment politique dans nos sociétés, pas seulement du côté du politique, mais aussi et aussi des analystes peut-être, c'est-à-dire comment incider dans la dimension de l'acte en politique. Bon, par là, je mettrai en contact ça avec Zadig. Ça serait très long à penser, mais je me suis interrogé pourquoi maintenant l'acte psychanalytique à ce moment-là. En sachant que Lacan lui-même note que ce qu'il raconte sur l'acte concerne tout le monde. Donc, et qui déjà en 67. Voilà, et qui s'adresse, je dirais, à un sujet collectif aussi, qui est le sujet de l'émoi d'aimer, à ce moment-là. Et là, j'enchaîne avec la question de la passe, parce que, justement, je crois que toute la question de l'acte et de l'impossibilité d'isoler la question de l'acte dans un sujet conscient de cet acte, c'est-à-dire ce qui fait toute cette antinomie, pose la question de comment vérifier alors la dimension de l'acte analytique comme tel. Et je crois que l'invention de la passe, finalement, c'est de poser les sujets comme collectifs. C'est une définition que Lacan avait fait dans les années 66, c'est-à-dire les collectifs comme sujet de l'individuel. C'est une définition, je crois, très intéressante. C'est à la fin du thème logique. Et il la reprend aussi dans la fonction des chambres de la parole, elle est aussi. Alors, je crois que la passe, on peut la comprendre ici, c'est un sujet collectif, ce n'est pas un sujet individuel, ce n'est pas l'individu l'analysant finalement. Il s'agit là de faire passer quelque chose en tant que collectif, pris comme un sujet lui-même par rapport à l'acte analytique. C'est un essai, je crois, inédit dans toutes les formes de transmission d'un désir, d'un savoir, de prendre un collectif comme un sujet, étant ce sujet la propre communauté analytique, l'école même. En tout cas, je crois que là, il c'est intéressant de développer cette logique de l'expérience de la passe comme un sujet collectif par rapport à l'acte. Merci, Mickaël. Alors, on passe aux deux séquences suivantes. Un petit changement de place. J'en profite pour remercier Eric Zuliani, qui était le plus un du cartel préparatoire de cette soirée. Voilà. Donc, je passe la parole à Dalila Harpin. Avec un micro. Hein. Merci. J'ai intitulé mon texte « Bricolé dans l'incurable » que j'emprunte au syllogisme de l'amertume d'Émile Cioran. Le syllogisme complet, c'est « Être moderne, c'est bricoler dans l'incurable ». Si le sujet supposé savoir permet de débuter une cure, c'est sa destitution qui permet de la finir, les réduisant au statut de déchet. L'analyste n'est plus rien que cet objet, le reste de la chose sue, comme dit Lacan.
Dans l'accomplissement de l'acte de finir son analyse, l'analysant restitue l'objet qu'il avait incarné pour l'autre à l'analyste, opération par laquelle le sujet supposé savoir devient l'objet déchet. Dorénavant, le savoir supposé revient à l'analysant et il pourra lui-même le devenir pour d'autres en devenant analyste. À la fin d'une cure, les deux êtres frappent l'être de l'analyste. Seulement, au moment de l'acte de la fin de ces deux êtres, le sujet n'en sait rien, parce qu'il est devenu la vérité de ses savoirs, dit Lacan. Devenu passant, le sujet pourra cerner de quoi est faite cette vérité. Et comme il le dit dans ses séminaires, une vérité qui est atteinte pas sans le savoir, c'est incurable, on est cette vérité. Fin de citation. Or, quelle est cette vérité dont le passant ne peut pas guérir? C'est justement que le sujet supposé savoir est faussé et que bien qu'il soit le point de départ d'une cure, il recouvre la place de S des grands tabarets, derrière laquelle se niche petit a. Vérité dont on ne guérit pas, car S des grands tabarets implique que le savoir est troué et qu'il y restera quelque chose qui ne peut pas s'écrire. L'analysant restitue l'objet qu'il a été à celui qui ne l'est plus, car la fin de l'analyse rend à l'analyste le n'y pas être propre au statut de l'inconscient. Analyste, y es-tu? Lacan attribue un faux être à l'analyste, en total accord avec le statut de l'inconscient. Il y voit son origine dans l'opération d'aliénation telle qu'il l'a présentée dans les 4 concepts. Ou je ne pense pas, ou je ne suis pas. Cela revient à dire que si je pense, je ne suis pas, et que si je ne pense pas, je suis. Si maintenant on applique ces choix forcés à la place de l'analyste, on obtient ou je ne suis rien que cette marque, ou je ne suis pas cette marque. Autrement dit, si l'analyste n'est rien que cette marque, il a le label et donc il ne l'est pas. Il a ce que Lacan appelle dans l'introduction à l'édition anglaise du séminaire 11 le certificat. Et il dit, je répudie ce certificat, les certificats d'analyste, à quelqu'un qui lui avait dit qu'il était un psychanalyste né. La seule façon d'être analyste, c'est de ne pas avoir le label. On ne naît pas analyste, on le devient. Au fond, l'être qui surgit de tout acte, souligne Lacan, est, tout comme l'objet, un être sans essence. Ce sont les objets sans essence, les petits a, qui sont évoqués à chaque fois qu'un acte est posé. Et Lacan dit, le petit a est la réalisation de cette sorte de désêtre qui frappe les sujets supposés savoir. L'acte nécessite par définition de ne pas y être. L'acte analytique s'effectue sans y penser. Il est sans sujet. La destitution subjective est indispensable à la position analysante. Les sujets associent et librement, dit Lacan. Ils ne cherchent pas à savoir s'il y est ou non tout entier comme sujet, s'ils s'y affirment. Il est donc logique qu'à la fin de l'analyse, la destitution revienne à la place de l'analyste. Lacan est très clair à cet égard. Et il dit, comme le sujet supposé savoir, au bout de l'expérience analytique, c'est un sujet qui, dans l'acte, n'y est pas. Dès lors, comment vérifier les résultats de cette opération au bout de laquelle l'analyste devient son déchet? La réponse est à trouver au cas par cas. Je vous indiquerai la façon dont cela a eu lieu pour moi au dénouement de ma propre cure. Analyste, où es-tu? Finir une analyse donne lieu à notre commencement, dit Lacan, qu'il range aussi du côté de l'acte, devenir psychanalyste.
Et il reprend la formule freudienne. Wo es war, pour dire là où c'était, je ne suis pas. Là où c'était le sujet supposé savoir, il n'y est plus, c'est petit a qui vient à sa place. Et là où c'était le désir, c'est moins fi, la castration s'y place. Il illustre cette opération avec un schéma à la page 116 où on y lit que le je ne suis pas de l'analysant du début de l'opération par une rotation de 180 degrés revient à la position de départ de ce qui s'est réalisé, dit-il. L'analyste en tant que sujet divisé. À la fin, l'analyste se présente comme sujet divisé qui cède son des êtres. La cause de la division du sujet chute et se situe du côté de l'analyste comme déchet. Autrement, le détachement de l'analyste n'aurait pas lieu. Dans mon cas, ce processus a eu lieu en 3 temps. Temps 1. 2 ans avant la fin de l'analyse, je demande à l'analyste une dédicace de son dernier livre. En signant, l'analyste dit qu'il est fatigué, qu'il n'a pas bien dormi. Je me demande pourquoi il me dit ça à moi, étant donné que l'insomnie était mon symptôme majeur. En lisant la dédicace, je lis à Dalila qui sait s'orienter de son rapport à l'inconscient. Mais j'ai fait une erreur de lecture car l'analyste s'est trompé de prénom. Il a mis le prénom d'une amie. Alors que je tente de le garder à la place du sujet savoir, je pense que ses propos ont une intention interprétative, qu'il a écrit mon prénom, il apparaît comme un sujet barré. Il se trompe de prénom, il n'a pas bien dormi. Autrement dit, autrefois, j'aurais été en colère en pensant qu'il ne connaissait pas mon prénom. Cette fois-ci, découvrir son lapsus calami me fait rire aux éclats. Je m'aperçois alors que derrière un autre, il y a un petit autre. Cet instant de voir marque le début de la chute du sujet supposé savoir. Mais il faudra encore 2 autres moments pour arriver à les situer à la place de l'objet. Temps 2. 6 mois avant la fin de mon analyse, je rêve que je suis dans une séance de contrôle dans le salon de mes parents. Le contrôleur est assis dans le fauteuil de mon père. Pendant que je parle du cas que je lui soumets, une maîtresse passe avec des enfants de l'école. Lorsque je tente de reprendre le fil de mon discours, l'analyste a disparu. J'ouvre une porte qui donne sur un couloir et je vois que le fauteuil où il était assis a été englouti et l'analyste avec. Ce temps pour comprendre marque la place du sujet supposé savoir en tant que résidu, mais il faut encore un 3e temps pour que la nature de l'objet lui soit associée. La dernière semaine de ma cure, je fais un rêve où je me rends en séance. Je suis dans la salle d'attente de l'analyste et je ris avec des collègues que j'ai rencontrés et qui attendent en même temps que moi. Une fois dans la rue, je constate je ne suis finalement pas passé en séance. Et l'analyste, où était-il? Je ne l'ai même pas entendu appeler les analysants. Dans ce moment de conclure, la chute du sujet supposé savoir s'associe ici à l'objet en tant que déchet. La voix, objet aussi bien cause du désir qu'instrument du surmoi qui me rendait morose. Petit a se détache de l'autre et reste chez l'analyste en tant que déchet. À ce moment, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je constate qu'il n'y est plus. Ce ne sera qu'en étant passante que je pourrai cerner les coordonnées de ce moment. Si je suis devenue la vérité de ce savoir, comme dit Lacan, ce ne sera passant ce savoir en tant que passante. Je pars avec le rire pour bricoler dans mon incurable vérité. Merci beaucoup. Un grand merci, Dalila, pour votre exposé. C'est un exposé finesse, le temps logique de la chute, les 3 temps de la fin de votre cure.
Alors, j'aurais une question. Donc, dans son ouvrage « Comment finissent les analyses », Jacques-Alain Miller précise qu'en fin d'analyse, il n'y a pas de traversée du transfert. La résolution du transfert n'implique pas la dissolution du transfert, mais il s'opère donc un déplacement peut-être du transfert de savoir à un transfert de travail. Et il me semble qu'effectivement aussi la sortie d'un séminaire donne l'occasion de nombreuses inscriptions en cartel pour étudier ce séminaire. Alors, en 1968, Lacan l'indique dans une leçon, naît la revue Silicept. Avec cette proposition, tu peux savoir ce qu'en pense l'école freudienne de Paris. Lacan donc l'annonce dans ce séminaire et Jacques-Alain Miller le précise en annexe. Donc, ainsi, après la chute du sujet supposé savoir, est-ce que l'adresse est-elle à l'école sujet, puisqu'elle inaugure un nouveau sujet supposé savoir, comme Jacques-Alain Miller a pu le formuler dans la théorie de Turin? Oui, c'est vrai que les sujets supposés savoir se déplacent, n'est pas traversé, se déplace, se transforme en transfert de travail. Mais c'est important de dire, je pense aussi, que cette opération n'est pas un reste, il y a toujours des restes du sujet supposé savoir, et on voit parfois que des anciens AE vont en contrôle chez l'analyste, l'ancien analyste. Donc, je pense que ça indique qu'il y a quand même toute opération implique un reste. C'est vrai aussi que les transferts de travail se déplacent à l'école comme sujet. La manière comme j'entends ça, c'est que l'analysant qui a terminé sa cure et qui a été à eux est aussi supposé interpréter l'école comme sujet. Je pense que c'est ça, que l'école, prendre l'école en tant que sujet, c'est interpréter l'école en tant que sujet, et non seulement parler de son témoignage. Et ça me fait penser aussi à cette expression qui est importante dans ces séminaires et qui est surprenante, que j'ai soulevée, les sujets supposés savoir fausser. Parce que, et c'est aussi ce qu'avait déployé Michael Bassols, il y a quelque chose comme ça où l'analyste n'est pas tout à fait à la place du sujet supposé savoir, et l'analysant aussi essaye de vérifier que, comme dit Lacan, la vie ne convient pas complètement à l'analyste. Donc, ça, parce que à la fin de l'opération, la vérité qui se dévoile, c'est que ce sujet supposé savoir vient à la place des grands tabarets. Et ça, c'est déjà dès le début. Quand on dit que l'analyste feint de ne pas être le sujet supposé savoir, c'est qu'il y a déjà cette place des grands tabarets, il n'y a pas d'autre de l'autre, il n'y a pas de garantie, qui est déjà présente. Mais elle sera dévoilée à la fin, et c'est ça la vérité de l'opération, qu'on arrive à ça. Oui, Dalila, merci pour ton texte. Moi, j'ai été attentif à ton titre et à ce que tu dis sur le côté incurable. Donc, je voulais faire je trouve que c'est très lié à un passage de ce séminaire. Je crois que c'est à la page 213 où Lacan revient comme rarement, je trouve, sur la distinction qu'il convient de faire entre psychanalyse et psychothérapie. Psychothérapie, dit-il, cassons ce mot. Et il continue, alors cassons ce mot peut s'entendre de plusieurs manières. Il va en effet le casser pour l'examiner et pour distinguer la psychanalyse. Alors, justement, l'expérience de psychanalyse est une expérience de savoir-vérité. Et ma question porte sur cette expression que tu utilises à la fin, où tu dis être devenu la vérité de ce savoir. Alors moi, ça m'a soufflé cette formule. J'aimerais bien en savoir plus. Qu'est-ce que c'est que ce devenir la vérité de ce savoir? Est-ce que c'est enfin, je ne sais pas. Est-ce que c'est une incarnation? Est-ce que c'est une... C'est justement qu'on ne sait pas. C'est que le cerveau oui, alors... trouvé. Oui. La manière de s'approcher de est le grand tabaret, bon, qui est une notion complexe chez Lacan,
c'est qu'on arrive à savoir tout en ne sachant pas. Et c'est là où il y a ce jeu de mots de Lacan qui est difficile à cerner. C'est à la page 113. C'est une page très riche où justement Lacan dit qu'au moment de finir l'analyse, l'analysant ne sait pas, c'est sans le savoir, mais au moment de faire la passe, ça sera pas sans le savoir. Il fait ces jeux de mots entre Oui. pas sans le savoir et le passant. Alors, il me semble que cette formule devenir la vérité de ce savoir vient répondre un peu aux deux développements qu'il y a eu juste avant entre Hélène et le développement d'Hélène, le propos de Michael, qui, au fond, là, tu donnes une indication d'une sorte d'aboutissement, enfin, pas d'aboutissement, mais d'un autre statut de la vérité. Puisque là, tu l'articules à devenir cette vérité du savoir, ce qui me semble compléter un peu la perspective sur la question de la vérité notamment. Oui, Lacan dit qu'à la fin de l'opération, la vérité, c'est que le sujet supposé savoir se rapproche de ce ni pas être qui est propre au statut de l'inconscient, c'est-à-dire il devient un être sans essence, tout comme l'objet. L'objet, chacun des petits objets A est sans essence. La voix est aphone, le regard est aveugle, etc. Donc, c'est quelque chose de complexe, en effet, devenir la vérité de ces savoirs. Bon, la manière comme je l'entends, c'est devenir, s'approcher du fait qu'on arrive à savoir, mais tout en ne sachant pas, en étant averti, on n'arriverait pas à savoir. Peut-être que quand vous parlez du sujet supposé savoir que ce n'est pas tout à fait ça, et du coup il y a un écart et que c'est dans cet écart que peut surgir aussi cette énonciation. Parce que Lacan, il dit à un moment donné qu'il y a un lien entre l'acte et le dire. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se travaille aussi de ce côté-là, entre cette énonciation et cette question de cet écart, que c'est jamais tout à fait ça. Oui, dans ce séminaire, on lit, par exemple, que l'énonciation est du côté de l'objet. Donc, je pense que dans la mesure où ce sujet supposé savoir n'est pas tout à fait installé à la place qu'il recouvre, il y a toujours un espace qui laisse entrevoir qu'il y a quelque chose d'un autre ordre, ce qui va se dévoiler à la fin de la cure, mais qui est toujours un petit peu là, qui glisse entre les lignes. Et donc, c'est ça qu'on entend dans l'énonciation. Qu'en est-il de la jouissance d'un sujet? C'est pour ça que nos énonciations ne sont pas toujours main dans la main. Merci beaucoup. Oui, alors dans ce séminaire, Lacan rappelle, et Jacques-Alain Miller le note en 4e de couverture, que commencer une analyse, c'est ça, disons, le ressort de commencer une analyse, c'est un désir inédit. Il compare à ce moment-là à la question du franchissement du Rubicon. Est-ce que cette question du désir inédit ressurgit, enfin, est aussi inédit à la fin d'une analyse? C'est encore un programme de travail, mais et oui, je dirais que c'est un désir inédit dans le sens où le sujet arrive à assumer ce qui n'était pas encore écrit, ce qui était dans le programme, mais qu'il n'avait pas vraiment amené, dont il n'avait pas tiré toutes les conséquences, on pourrait dire. Parce que c'est un lien avec l'éthique des conséquences. L'acte est un lien avec l'éthique des conséquences, c'est-à-dire que, quelles que soient les conséquences, le sujet les assume. Peut-être qu'on peut penser le désir inédit de ce côté-là. Merci beaucoup, c'est très éclairant. On va passer à la dernière intervention. Éric Laurent,
l'axe, c'est la psychanalyse au futur, son rapport à la science, son réel. Pour clore le séminaire 15, Lacan reprend ce qu'il a développé au long de l'année, ce qu'il appelle sa mise en lumière de l'engendrement de la science. Il met ce processus en exergue alors qu'il veut souligner les conséquences pour le sujet de l'autre nouveau qu'a fabriqué la science. Alors, le lieu de l'autre, le lieu de la parole, on y a d'abord installé Dieu, dit-il, qui est le lieu d'où nous vient ce que Lacan appelle le savoir. C'est un lieu, cet autre divin, qui est à la fois tradition, accumulation, réservoir et lieu possible de découverte. La nouveauté de la psychanalyse, avec son savoir inconscient, porte sur les rapports du sujet avec l'autre, mais un rapport radicalement neuf. C'est plus qu'une découverte, dit Lacan, qui garde encore quelque chose d'anecdotique. Ce qui est le rapport nouveau qu'introduit la psychanalyse, c'est précisément ce dont nous parlons depuis le début, c'est la séparation qu'elle opère entre savoir et vérité. Alors qu'au départ, l'autre divin, on joignait savoir et vérité. La séparation qu'opère la psychanalyse entre savoir et vérité passe par la reconnaissance du lieu neuf de cette vérité. Alors, pour le faire valoir, Lacan oppose d'abord l'usage logique et l'usage psychanalytique. Hélène Bono l'a rappelé, Michael aussi. Il dit le mot de vérité, c'est un mot très dangereux. Mis à part l'usage qu'on fait quand on le châtre, à savoir dans les traités de logique. Alors là, il a l'air plutôt de dire que les traités de logique, c'est mal. Ça châtre la vérité. Mais, par exemple, dans le séminaire 17, au chapitre 4, il le dit autrement, à la Lacan, c'est-à-dire qu'il dit la même chose, mais juste l'autre facette. Il dit « vérité », ce séminaire 17, n'est pas à manier hors de la logique propositionnelle, où l'on en fait une valeur réduite à l'inscription, au maniement d'un symbole. Cet usage est très particulièrement dépourvu d'espoir. C'est ce qu'il a de salubre. Là, par contre, il se réjouit qu'on châtre un peu le truc, qu'on le rende dépourvu d'espoir. Mais à l'opposé de l'usage logique, qu'on le prenne par une facette ou par une autre, il y a l'usage psychanalytique qui ne châtre pas la vérité. Allez, c'est celui que Lacan évoque dans la prosopopée de 1956 et le petit prolongement qu'il donne 10 ans après dans La science et la vérité. Vous évoquiez cela, Hélène Bono. Donc il dit, pensez, parce que moi, la vérité, je parle, on en avait déjà donné une version édulcorée. Donc il fait une petite piqûre de rappel. Pensez à la chose innommable qui, de pouvoir prononcer ces mots, irait à l'être du langage pour les entendre comme ils doivent être prononcés dans l'horreur. Et d'ailleurs, donc il rappelle dans sa première analyse de Les mois de mai, dès qu'il commence à en parler, Lacan fait du charivari étudiant, du scandale étudiant,
de tout ce qui commence à monter, etc., Lacan dit, voilà le lieu de la vérité. Ils sont la vérité. La vérité comme symptôme, le point où elle devient réelle. Et donc, il dit, ce que nous apprend la psychanalyse, c'est que la vérité gît au point où le sujet refuse de savoir. Tout ce qui est rejeté du symbolique reparaît dans le réel. Telle est la clé de ce qu'on appelle le symptôme. Le symptôme, c'est ce nœud réel où est la vérité du sujet. Donc, de dire que les étudiants sont la vérité, c'est pas de dire ils sont formidables. Il dit très bien, il dit les Italiens, ils savent très bien, les étudiants italiens, ils sont encore plus lacaniens qu'à Paris. La preuve, c'est que quand ils viennent à des speeches où les autorités veulent leur parler, ils se mettent sous un parapluie pour se protéger du langage. Et ils disent, voilà, c'est-à-dire qu'ils refusent de savoir. Et ils deviennent la vérité par l'acte de refus. L'autre psychanalytique, lui, il donne une chance au savoir. Celui qui porte le symptôme, comme les étudiants le portaient en 68, l'analysant qui vient nous voir, il porte le symptôme, mais il ne sait pas ce qu'il dit. Donc Lacan dit, rien ne devient savoir que d'être reconnu dans l'autre. Ce n'est qu'au niveau de l'autre que ce qui détermine le sujet s'articule en savoir. Fin de citation. Encore faut-il que cet autre particulier, quel autre psychanalytique? Et dans notre tradition, l'autre psychanalytique, dit Lacan, a pris la place de l'autre philosophique grâce à l'élaboration de la science, grâce à l'élaboration logique. Ce que Lacan appelle une purification du statut du sujet. Et là, il fait un résumé dans cette dernière leçon de la satire qu'il a déployée au long du séminaire sur l'autre philosophique et la façon dont il se moque du Ménon de Platon, dont on a fait grand cas pour les rapports du savoir que porte le sujet. C'est une satire magnifique que je vous lis. Pendant un temps, cet autre qui était philosophe, lui a forgé le sujet supposé savoir. Donc il dit, c'est les philosophes qui l'ont fabriqué. C'était déjà une tromperie, comme il suffit d'ouvrir Platon pour s'en apercevoir. Au pauvre sujet, Socrate faisait dire tout ce qu'il voulait qu'il dise. Le pauvre sujet, c'est Ménon. On l'a convoqué et qu'on interroge. À la fin, ça c'est quand même formidable, à la fin, le sujet a appris à dire tout seul « je dis noir n'est pas blanc », par exemple. Ou je dis « ou c'est vrai ou c'est faux ». Le sujet a appris à endosser d'un « je dis » ce dont il se déclarait prêt à répondre dans un débat dont les règles étaient fixées à l'avance. Comme ironie sur tout ce qu'on a raconté sur la naissance de la philosophie, comme, n'est-ce pas, le discours qui naît des règles de la démocratie, c'est tout de même pas mal. Et il dit donc, c'est grâce à la science et à la purification de la voie de l'articulation logique qu'a pu être établi un autre où le faux et le vrai ne sont pas séparables. Ce dont nous parlons depuis le début, avec ces étapes successives dont Lacan a dit d'abord, moi la vérité je parle, et je parle à travers le faux, ou bien de dire la vérité ment,
où est enfin la vérité menteuse. Mais c'est donc, il faut par là, bien entendu, la psychanalyse est un discours où justement on ne demande pas, contrairement à la philosophie, de séparer le faux et le vrai, puisque tout ce qu'on dit d'abord est faux. Et le faux, simplement, implique le vrai. Donc, il dit à la place du ou, de où c'est vrai, où c'est faux, qu'a fabriqué la philosophie. Il y a un vel inclusif, comme peut le noter la logique moderne, contre la logique d'Aristote. Cela n'a été possible que par le détachement qu'a opéré la science de toute adhérence intuitive pour ne se fier qu'au seul enchaînement littéral. Mais Lacan revient alors sur le point de départ, sur les liens de la purification logique et du premier nom du lieu de l'autre, Dieu. Cette purification n'a pu se faire, dit-il, que par le détachement du sujet de tout ce qui peut se passer entre lui et l'autre. Et alors là, Lacan revient, et Dieu sait qu'il peut s'en passer des choses, jusque y compris la prière. Et qu'est-ce qui en est sorti? Chose étrange, c'est la science, soit un savoir qui n'est pas n'importe lequel, un savoir pur, qui n'a rien à voir avec le réel, et du même coup, pas avec la vérité. Contrairement à la psychanalyse, qui, elle, se servira du sujet purifié par la science, sujet de la science, mais dans ses rapports avec la vérité. Donc, le détachement de la science de la prière peut surprendre, et spécialement l'auditoire que Lacan avait. Vous pensez bien que la génération des étudiants marxistes des années 68 n'était pas tellement formée à l'idée que la science, ça vient de la prière. Bien que beaucoup d'entre eux allaient devenir, après le passage par les événements 68, allaient devenir des religieux fondamentalistes. N'est-ce pas? Béni Lévy, Jean Bel, Ardreau, Milner, un certain nombre. Mais ils étaient néanmoins surpris. Mais rappelons-nous ce qui figure dans le traitement possible de la psychose. Là, je le cite, le désir, l'ennui, la claustration, la révolte, la prière, la veille, la panique enfin, l'horreur de tout à l'heure, sont là pour nous témoigner de la dimension de cet ailleurs en tant que principe permanent des organisations collectives hors desquelles il ne semble pas que la vie humaine puisse longtemps se maintenir. Donc, le lien entre le détachement de la science de l'adresse à Dieu retrouve par un autre chemin le lien et non l'opposition que Coiré avait mis en évidence et que Lacan rappelle au début du séminaire. Citation, « Il y a en effet une relation certaine entre la cassure qui s'est produite dans l'évolution de la science au XVIIe siècle, donc la coupure épistémologique qu'a repéré Coiré dans le passage du monde clos à l'univers infini, et l'avènement de la portée véritable du mythe de la création qui aura donc mis 16 siècles à parvenir dans sa véritable incidence à ce qu'on peut appeler à travers cette époque la science chrétienne. Évidemment, ça c'est des passages, par exemple, d'un Arbib commentant comment le détachement cartésien se fait à partir de l'autre, qui aussi vibre avec cela. Mais Lacan souligne tout de même que de saisir le passage de la science en tant que mathématique, la science de l'univers infini, cette coupure-là
Il est un peu surprenant, dit Lacan, que cette remarque, qui, je le souligne, n'est pas de moi, mais d'Alexandre Coiré, ne soit pas encore maintenant admise dans la conscience commune. Fin de citation. La purification logique, opérée par le sujet de la science, et le maniement littéral de la vérité qu'elle implique laisse un résidu. Le sujet est à la place où il dit à la fois le vrai et le faux. Il ne sait pas ce qu'il dit. Contrairement au philosophe qui fait dire au sujet ce qu'il voulait qu'il dise, la psychanalyse, elle, fait en sorte que celui qui parle soit à la fin de l'analyse en mesure de dire « je dis » à partir de ceux qui parlent en lui, au-delà de lui. Citation, « Nous ne leur interprétons jamais le monde, nous leur apportons un petit morceau qui a l'air d'être quelque chose qui aurait tenu sa place. » Ça, c'est la reformulation de la vérité et le chapitre qui manque à mon histoire, etc. Nous leur apportons un petit morceau qui a l'air d'être quelque chose qui aurait tenu sa place sans qu'ils le sachent dans leur discours. Et ce petit morceau, c'est une parole dégelée ou une parole ramenée à la vie. Donc, pour finir, dans ce rappel de l'articulation propre à la psychanalyse entre savoir et vérité, distincte de la façon dont savoir et vérité opèrent et dans la science et dans la philosophie, Lacan reformule le désir du psychanalyste. Le dégel de la parole chez l'analysant, dit-il, se fait par cette nouvelle définition du désir du psychanalyste liée à la séparation chez le psychanalyste entre le sujet de l'inconscient, aussi vide et logique que le sujet de la science, et le résidu opaque de la jouissance, petit a. Il termine ainsi, « Il est en effet impossible que vienne d'ailleurs que du fantasme du psychanalyste, à savoir de ce qu'il y a de plus opaque, de plus fermé, de plus autiste dans sa parole. Le choc où se dégèle chez l'analysant la parole et qui fait se multiplier avec insistance cette fonction de répétition où nous pouvons lui permettre de saisir le savoir dont il est le jouet. Ainsi se confirme que c'est par l'autre que la vérité se fait savoir. » Fin de citation. Donc, c'est l'isolement du pur savoir de la science, le rejet qu'il implique, son retour dans le fantasme du psychanalyste, résidu de l'acte analytique, qui condense dans la dernière leçon du séminaire le choc de la puissance du symptôme vérité et du fantasme le plus opaque pour que la répétition produise un savoir nouveau. On ne peut pas donner une version dans ce fantasme du psychanalyste le plus opaque, le plus fermé, le plus autiste, une façon distincte du désir du psychanalyste qui paraissait le plus ouvert sur toutes les traductions possibles, sur tout le maniement des signifiants possibles, etc. Non, c'est dans cette opacité même qui est une sorte de passage à la limite de formulation la plus, disons, ramassée de l'X de la position du psychanalyste, l'X devenu le plus opaque, qui alors déchaîne la répétition à l'intérieur du discours analytique et permet de produire le savoir nouveau. Merci Éric Laurent. Votre texte m'a aidé à comprendre l'importance du discours de la science par rapport à la psychanalyse. Comment il avait pu
Lacan, en s'appuyant sur le discours de la science, mettre de côté, je dirais ça comme ça, le discours de la philosophie. Et je disais dans l'introduction que ce séminaire s'appuie sur des paradoxes et que l'acte analytique se fonde sur des paradoxes. J'ai essayé de relever quelques points de paradoxes dans votre texte. Du côté de l'autre, l'autre qui est d'abord sujet supposé savoir, et puis à la fin de l'analyse, cet autre qui n'est plus là. Du côté de la vérité logique de la science, Châtré, et la vérité de la psychanalyse. Et je me suis arrêtée sur les derniers mots de votre texte, sur la répétition qui puisse produire un nouveau savoir. Et ça m'a fait penser à la dernière phrase du séminaire où Lacan dit « Il s'agit maintenant de savoir où peut encore, au niveau du sujet, résider quelque chose qui soit de l'ordre de la prophétie ». Et ce signifiant en cartel de prophétie nous a pas mal interrogés. Oui, il faut bien dire, comme dernier mot du séminaire, c'est vraiment extraordinaire. Au moment où précisément des phénomènes qui paraissaient indéchiffrables se produisaient, Lacan demande en effet où est-ce qu'il y aurait à un niveau d'un sujet, donc d'un sujet, entendons-nous bien, avec la façon dont tout au long du séminaire, il a utilisé le mot sujet. C'est-à-dire, c'est un défi systématique à tout ce qu'on a appelé sujet avant lui. Sujet de la science, le sujet du savoir. Enfin, personne ne considère qu'il y a des sujets là. Puisque dans la science, n'est-ce pas, le sujet est fort clos. Donc, le sujet de la science, où il est? Le sujet de l'inconscient, le sujet de l'inconscient, il est inconscient. Et où est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait dire « je suis l'agent » différents sujets. Donc, c'est tout au long, il dit au niveau du sujet, là pour le coup, qui reprend cette idée que Michael, vous avez souligné, entre le collectif et le sujet, que c'est pas du tout le collectif au sens de l'inconscient à plusieurs. C'est pas le sujet de l'inconscient comme sujet des masses. C'est ce qui est collectif, c'est que c'est un discours. C'est articulé dans un discours. Il n'y a de sujet qu'en tant que pris dans un discours comme tel. Donc ça n'est ni l'individu, ni les masses. C'est le discours. Et donc après, la prophétie, c'est à la fois, c'est un mot, la fonction de la prophétie, c'est un mot porté par la religion juive, où justement, dans toutes les crises qu'ont traversé l'histoire d'Israël, c'est les prophètes qui avaient la charge de dire ce qu'il y a par rapport aux gouvernants, par rapport à tous les pouvoirs. Le prophète, c'est celui qui est justement à l'envers. C'est celui qui peut s'appuyer sur le discours pour dire et rappeler ce qui doit être fait en dénonçant l'état du monde en s'appuyant sur un discours. C'est aussi la fonction prophétique, celle qu'il annonçait dans les êtres au long du séminaire, quand il parle de la politique précisément, qu'est-ce qu'un acte en politique, question qui précisément est là pour s'articuler au discours. On pourrait dire qu'effectivement, aujourd'hui, on pourrait dire qu'entre, disons,
la plus-value marxiste et ces discours qu'elle a engendrés et le plus de jouir communautariste, la politique des identités, il est très clair qu'il n'y a aucun discours politique qui arrive à faire tenir les deux ensemble. Et que c'est précisément une des limites qui fait que l'acte politique comme tel est en suspens et que nous avons les populismes que nous avons. Mais on peut dire, ce qu'il manque là aussi, c'est la fonction de la prophétie comme telle, c'est-à-dire de pouvoir arriver à articuler le statut du plus de jouir, la jouissance, la connerie de la vérité, c'est-à-dire la vérité sœur de jouissance, comment elle vient s'incarner dans un discours précis et dans une crise du pouvoir comme celle que nous avons actuellement, qui distingue de celle de 68, évidemment. Nous avons affaire à d'autres émois. Est-ce qu'on peut rapprocher ça de ce que Lacan appelle la croyance, c'est-à-dire pour ne pas tomber dans le cynisme? Est-ce que la prophétie pourrait être une tentative pour... La prophétie, c'est tenir le discours, un discours qui porte. Il y a des effets. Par contre, croyance, qui est formidable, c'est, il dit l'acte psychanalytique, il n'hésite pas, vous l'aviez rappelé, c'est un acte de foi. Alors un acte de foi étrange, où Lacan a pu dire qu'une séance de psychanalyse, c'est la prière de l'homme moderne. Pas Hegel disait la lecture de l'homme moderne, prière de l'homme moderne, c'est la lecture du journal. Ça, c'est l'autre philosophique. Mais pour la psychanalyse, la prière, c'est la séance psychanalytique, parce que c'est un acte de foi, et dans lequel on transforme sa demande, on en fait quelque chose. On apporte sa demande, sa prière, et on la transforme en résidu. Donc, en effet, ça peut être le lieu. Nietzsche avait collectionné les formules théologiques de Lacan qui reprenaient la religion de l'homme moderne, c'est la psychanalyse. Simplement, c'est une religion dans laquelle il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas l'acte de foi, c'est la séance, la prière, c'est etc. Mais néanmoins, si on voit qu'il faut opérer un acte de purification, mais c'est l'installation de cet autre, l'acte de foi, c'était un acte de foi en un ailleurs, ça, dans lequel aucune formation humaine n'est possible. Il y a une expression dans votre texte qui m'a saisi parce qu'on ne l'entend pas souvent, le fantasme de l'analyste. Comment faut-il entendre cette expression? C'est une expression qu'on n'entend pas souvent, mais on a tort. Oui. Parce qu'on ne connaît pas assez le séminaire 15. Tout à fait. C'était le but de cette soirée. Et que la fin du séminaire 15, c'est précisément là où on entendrait le désir du psychanalyste. Voilà. On a cette formulation totalement étrange, le fantasme du psychanalyste, comme dans lequel va faire choquer la vérité symptôme, tombe sur un truc dur, le fantasme qu'il y a de plus opaque, de plus obtus, de plus fermé, de plus... Bien entendu, c'est le résidu. Et c'est parce que alors vous le disiez, c'est parce que l'analyste a été analysant, c'est que, en effet, à la fin de son analyse, que tout c'est bien joli, tous ces parcours, tous les effets de vérité, mais que les effets de vérité, finalement, la vérité, elle échappe toujours, Eurydice toujours déjà perdue, et ce qui est du dur,
c'est la jouissance. Ça, elle est là. Et il le sait. Et il le sait que ça, c'est non négativable. Et il peut convoquer, il sait qu'il peut convoquer tous les sortilèges de l'autre, il tombe sur un os non négativable. Ou incurable. Mais je préfère encore le non négativable. Parce que l'incurable, c'est Sioran, et effectivement, malheureusement, on n'a pas pu éviter qu'il rejoigne son incurable. Mais on essaye d'éviter ça dans notre pratique, et c'est ce qui fait que le non négativable implique quand même des déplacements possibles. Et c'est un savoir qui peut néanmoins, qui n'implique pas forcément de sauter par la fenêtre. Et par contre, de savoir qu'il y a ça, oui, ça peut donner aux psychanalystes cette position d'être cet objet non négativable. C'est pour ça qu'il peut dire ce qu'il y a de plus opaque, de plus fermé, de plus autiste. Ça ne veut pas dire que l'analyste est perdu dans l'autisme de sa jouissance, mais il sait qu'il y a eu, qu'il y a à l'horizon la rencontre avec le non négativable de la jouissance. Et lui, il faut qu'il incarne ça au long du processus. Je voulais souligner deux... C'est fini? Ah, d'accord. Ah, d'accord. Non, je voulais simplement souligner dans la perspective des J54 une forme, enfin de façon de dire une parole dégelée ramenée à la vie. J'ai trouvé ça vraiment très, très juste. Enfin, il y a vraiment là, et parce qu'il faut un choc. Enfin, il y a la dimension du choc. C'est le final du séminaire 15. C'est la version très originale que Lacan fait. Donc, dans le choc entre le symptôme et le caractère, ce noyau dur, compact, etc., se produit non pas des étincelles, mais se produit la répétition. Et c'est la répétition qui va dégeler. Là encore, c'est une façon nouvelle de filer cette idée, n'est-ce pas, des paroles gelées de Rabelais, de la reprendre dans une version nouvelle. Que le dégel, ça ne se fait plus par la traduction et l'articulation dans des chaînes signifiantes nouvelles, qui était la première version. L'analyse, celui qui amène le signifiant qui va permettre la traduction, et donc ce qui n'était pas traduit va s'articuler dans des chaînes nouvelles. Là, c'est la pure répétition que ça produit. Donc une répétition qui, elle, introduit à la fois les chaînes signifiantes et la charge de jouissance et l'incommensurable de la jouissance. Et donc, le dégel se fait autrement par la répétition. Et cette répétition-là permet d'extraire le savoir, puisqu'il faut l'autre, le lieu de l'autre, pour que ce savoir soit reconnu comme tel et se dépose. Bon. Merci beaucoup. Merci Hélène Bonneau, merci Dalila Harpin, merci Mickaël Bassols, merci Éric Laurent, merci au Cartel et à Éric Zuliani pour cette soirée.